Il est fort aussi. Trop. On va voir un an de plus, mais joyeux anniversaire. C'est pareil. Donc ça fait déjà quoi. Il fait son anniversaire en champagne avec. En voiture. Il va faire ça aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Il a beau produit. Ah, il a plus beau. Il dit ouais, il tape sur ça. Tu n'as pas gogo, c'est pas la peine. Le lingot avec son petit à la fin. L'anniversaire. L'anniversaire de trop. Vous allez voir les bébés grappes qui sont comme ça. On a cette chance par ici, c'est qu'on n'a pas été touché par la météo la semaine dernière. Vous avez des endroits où ça a été un petit peu plus, il y a eu beaucoup plus de dégâts. Et puis si vous avez moindre question durant le parcours, vous n'hésitez surtout pas. Le but c'est que vous êtes là pour découvrir notre région de façon différente et puis de découvrir un peu l'autre aspect de la partie viticole. Ça marche. Alors pour les personnes qui vont piloter, une info c'est que c'est un véhicule qui va se conduire comme un véhicule à vitesse automatique. Il n'y a rien de plus simple que pédale. Il n'y a que deux pédales. Donc le pied gauche reste sur la cale. Au niveau des ouvertures de porte sur celui-ci, vous avez les ouvertures de porte classiques sur le devant. Vous avez des ouvertures un petit peu différentes sur l'arrière. Donc ça s'ouvre en... Il y en a qui sont là. Ouais, ça dépend, il y en a qui viennent. Là, demain, je reçois un très gros groupe de Coréens qui sont arrivés en France depuis hier. Il reste un certain temps. Vous voulez aller jouer? Moi non. Vignoble Champ Noir en Belgique. Festivalé. Nous sommes dans un environnement un peu spécial. C'est pour l'anniversaire de trop. Ouais, happy birthday de trop. Ah ouais. En champagne. Ça c'est un gros cadeau des potes. Ouais, merci beaucoup les gars. Direction les vignes. Anniversaire de trop qui peut se libérer. Tiens fort mon vieux.
avez déjà avant. Et ça va vous donner un peu d'explication par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure. Donc il n'y a qu'à cet endroit, nous par ici, qu'on arrive à voir ça. C'est la coupe de notre sol. Ce que vous avez ici, c'est ce que vous avez sous les vignes. Ah, sous les vignes. Je vois qu'il y a 3 couches là, il y a 4 couches. Alors là on est vraiment, ouais vous avez, mais vous avez vraiment 2 couches prioritaires. Vous avez la terre et vous avez le sol calcaire. Et ensuite on a un sol un petit peu plus sableux, un petit peu plus argileux sableux. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure quand on va passer. On peut emporter un morceau. Comment? On peut emporter un morceau. Ça, comme ça là? Ouais. Un blanc. Du genre de choses là? Voilà. Du béton ça dedans? Non, ça je vais vous expliquer. Ah ouais, c'est la craie là. C'est pas de la crème. Ah ouais? C'est du sulfate. Vous connaissez le Canada Dry? Non. Ah, il y a le Canada Dry, on dit, Oui, on dit toujours que ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ça ressemble à de la crème, mais c'est pas de la crème. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. D'accord. C'est typique vraiment sur certains secteurs. Ok. Non, ici là, dans le bout, tu vas partir. Surtout, vous avez loupé un de vos camarades ivoiriens hier qui jouait à Reims. Ah ouais? Oumar Diakité. Oumar, il était là hier? C'est l'attaquant du stade de Reims. Ouais. Il jouait hier soir contre Marseille. Ouais. Ils ont gagné en plus. Ils ont gagné? Ah ouais. Ils ont gagné, ouais, les Ourourou. J'étais au stade. Ils s'appellent Ourourou. Oui, Marne. Parce que c'est le nom que. Le fleuve passe pas ici. Alors, vous avez la rivière de la Marne qui est aussi présent ici. Et, Qui est à Paris là? alors, qui arrive sur la Seine. Vous avez le fleuve, la Seine, et la Marne arrive est un affluent de la Seine. Donc, ça arrive sur la Seine. La Marne, bon, on va pas le voir, mais vous avez des rangées d'arbres qui sont. Vous avez les voitures et vous avez des rangées d'arbres qui sont après. Vous avez la rivière de la Marne qui est là. Et cette rivière, elle va être très importante au niveau viticole, vous allez voir. La Marne, elle se situe ici. Alors, le point de départ et d'arrivée, c'est Festini, c'est ici. Vous avez les 3 villes principales avec Reims, Épernay, Châlons-en-Champagne. Paris est par ici. Donc nous, quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand il n'y a pas un seul Parisien, ils sont tous en vacances en pleine nuit le 15 août, on met 1h30 jusqu'au centre de Paris. Sinon, vous avez pu constater que c'est très compliqué. Pour nous, on préfère y aller en train. On a 1 heure du centre de Paris en train, c'est quand même beaucoup mieux. On est à 50 minutes de Disney, on est à 30-35 minutes de Reims, on est à 20-25 minutes d'Épernay. Donc là, à Épernay, vous avez la capitale, donc c'est la capitale du Champagne, avec l'avenue de Champagne, avec toutes les grandes maisons sur cette avenue. Et on se situe à environ 1 heure de Châlons-en-Champagne, qui elle est une ville beaucoup plus agricole. Vous avez une scission entre les deux. Là, vous avez vraiment toute cette partie viticole, et vous avez cette partie agricole qui est ici. Et on repart ensuite sur des vignes. Le viticole, c'est le vin? Ce sont les vignes. Les vignes. Et agricole, c'est les champs. Alors, les champs, vous avez les champs. Ici, vous avez des champs qui sont au milieu aussi. On cultive, enfin, les fermiers cultivent ce qui, en fonction de la communauté européenne. On appelle la PAC, la politique agricole commune. Imaginez, il y a 2 ans, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y avait une pénurie d'huile. Et donc il a fallu replanter beaucoup de tournesols. Normalement les tournesols on les plante dans le sud de la France. Et là ils en avaient vraiment besoin, donc ils ont replanté. Vous seriez venu il y a 2 ans, il y avait des champs de tournesols partout, c'était magnifique. Et sinon ça va être, vous allez avoir soit du blé, soit de l'orge, ça va dépendre un peu selon les besoins. Ici on est vraiment sur le cœur de la vigne. Et vous pouvez vous retourner partout, vous avez que des vignes partout. Et comme je commençais à le dire tout à l'heure, on est sur une zone, ce qu'on appelle une zone d'appellation contrôlée. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir produire du champagne partout. Et on ne va pas surtout utiliser les raisins de partout. C'est uniquement ici, vous avez une carte avec 5 départements. On commence à la toute fin de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne qui est le même département de Disney. C'est vraiment le dernier département de l'Île-de-France avant vraiment nos régions. Vous avez le département de l'Aisne, le sud, qui est juste à côté. Vous avez le cœur du vignoble qui se situe dans le département de la Marne. On a environ 70% de la totalité des vignobles. Et nous allons descendre jusqu'au vignoble à côté.
de la Bourgogne. Tout ceci constitue 34 000 hectares de vignes, où l'on produit, allez, pour 99% uniquement du champagne. Ouais. 34 000 hectares de vignes pour une estimation entre 16 et 17 000 exploitants viticoles. Un exploitant viticole est un propriétaire de vigne, ce n'est pas forcément un producteur de champagne. Vous avez différentes catégories et dans ces catégories, vous en avez vraiment trois principales. Vous avez celui qui est propriétaire de sa vigne, qui va produire son propre champagne. C'est ce qu'on appelle un récoltant manipulant. Vous avez aussi ceux qui vont travailler par le biais de coopératives. Vous avez une coopérative par village. Vous avez donc les viticulteurs qui vont travailler leurs vignes et qui vont soit vendre leurs raisins à la coopérative, soit vendre une partie de leurs raisins et demander à la coopérative de champagniser pour eux. Nous, par exemple, c'est notre cas. Et vous avez les viticulteurs qui vont travailler leurs vignes et qui vont avoir aussi des contrats avec les grandes maisons de champagne. Et là, ils vendent leurs raisins exactement pareil. C'est pour ça que vous pouvez avoir des bandes un petit peu plus claires, des bandes un petit peu plus vertes et des bandes encore un petit peu plus claires. On a vraiment plusieurs parcelles. Nous, par exemple, on est sur un petit peu moins de 5 hectares de vignes disséminés en 20 parcelles différentes. Parce que ce sont avec les héritages, avec les arrière-grands-parents, les grands-parents ou les parents qui ont acheté des petits morceaux de vigne et qui à la fin, ça en fait une totalité, mais disséminés un petit peu partout. Soit vous pouvez avoir tout autour du village, ça va dépendre de comment ils ont acheté, soit vous pouvez en avoir un peu au niveau du village, soit vous pouvez en avoir ailleurs. Ailleurs parce que la différence entre un vin et un champagne, c'est qu'un vin, par exemple un Bordeaux, vous savez que vous buvez un Saint-Émilion, un Saint-Estèphe parce que c'est marqué sur l'étiquette. Un champagne, vous savez uniquement que vous buvez du champagne. Mais vous avez quand même différents secteurs, d'où les couleurs sur la carte. Vous avez des sous-appellations. Ici, par exemple, du côté de l'Aube, c'est ce qu'on appelle la Côte des Bars. La Côte des Bars. Oui, la Côte des Bars parce que la ville s'appelle Bar-sur-Aube. Vous avez un petit territoire juste en dessous, il s'appelle les Rissets. Les Rissets ont une particularité, c'est qu'ils peuvent produire 3 vins d'appellation. Le champagne, le rosé des Rissets et le coteau champenois. Le coteau champenois, c'est un vin rouge ou un vin blanc, non pétillant, issu uniquement du pressurage et du travail des raisins de l'appellation champagne. Ensuite, vous avez le cœur du vignoble qui est ici. Vous avez en vert clair ce qu'on appelle la Côte des Blancs. Alors, la Côte des Blancs, eux, ne vont travailler que le raisin blanc. Vous avez ensuite en vert un peu plus prononcé ce qu'on appelle la montagne de Reims. Alors, la montagne de Reims, ne cherchez pas la montagne, le sommet il est là, en face. Vous avez les arbres. Ouais, les arbres. Ouais. C'est aussi un parc naturel. Et vous avez la zone en couleur saumonée, ici, qui est la zone la plus étendue. On est vraiment sur un vignoble qui va faire 60-70 km de long, parce qu'on est tout le long de la rivière de la Marne. C'est ce qu'on appelle la vallée de la Marne. Et pourquoi la vallée? Et pourquoi on a retrouvé le sédiment tout à l'heure, qui est un petit peu différent de la craie, et pourquoi on retrouve aussi du sable? C'est parce qu'il y a 45 millions d'années, ici vous aviez la mer. La mer, la mer. 45 millions d'années. Il y a 45 millions d'années. Il y a des endroits juste un petit peu en dessous, là, on a creusé et on a trouvé du sable. Mais alors, plus on creusait et moins le sable s'oxydait. Donc moins il était rouille et plus il était blanc. Et on a retrouvé des morceaux de cocotier. Donc on était vraiment sur un climat qui était complètement différent avant. Et maintenant, donc, il y a tous les sédiments, ce qu'on retrouve, donc, ce qui était dur, ce que vous aviez tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la Marne aussi. Vous allez retrouver de la craie, vous allez retrouver du sol argileux ou du sol sableux. Et c'est ce qui va faire tout l'aspect différent de la minéralité des champagnes. Et les champagnes, vous n'allez pas en avoir 1, 2, 3, 4, vous en allez avoir des centaines ou des milliers de différents. Parce qu'un champagne, c'est au départ produit avec différentes variétés, différentes années, et selon les lieux de production, vous allez avoir un assemblage majoritaire ou pas. Par exemple, sur le secteur de l'Aube, ici, sur la partie nord, vous allez avoir un cépage majoritaire qui va être le pinot noir. Le pinot noir, il est comme ceci, donc c'est un raisin à peau noire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos raisins sont à jus clair. On les presse et vous allez voir qu'on est sur du jus clair. C'est dû au sol ou c'est dû au traitement? À la variété de raisin. C'est vraiment la variété de raisin. Ensuite, vous allez avoir donc une seconde variété qui va être le pinot meunier, donc le meunier, où le lieu de prédilection, ça reste ici, la vallée de la Marne. La Côte des Blancs et donc le terroir juste un petit peu en dessous, leur variété de prédilection, c'est le chardonnay. Alors les trois que je viens de vous citer, ça constitue les trois principales variétés de raisin. Ça ne constitue pas les trois uniques variétés de raisin sur lesquelles on va produire du champagne. Puisqu'en totalité, depuis 2023, il y en a 8. Il y en avait 7 d'avant, donc les 3
Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay. Mais vous avez aussi des petites variétés qui représentent 0,5% de la totalité des vignobles. Elles étaient en voie de disparition et certains producteurs ont décidé de les retravailler. Donc vous avez la Pinot Gris, Pinot Blanc, Arbanne et Petit Mélier. De ce qu'on parlait tout à l'heure avec la Californie. On me posait la question, est-ce qu'on peut produire du champagne en Afrique? Alors justement, non. Vous pouvez produire du champagne uniquement ici, normalement. C'est l'appellation qui diffère. C'est l'appellation. Alors, vous avez les variétés de raisin et vous avez la climatologie aussi et le sol qui sont complètement différents. La vigne. Vous pourrez faire mais du vin pétillant, mais pas de l'appellation champagne. On peut pas l'appeler champagne. Non, un peu comme le Prosecco et le Cava. C'est pour 3 raisons cumulatives. Déjà, il y a la zone de production, il y a le climat et il y a la méthode champenoise qui obéit à certaines règles qui découlent de la validation du champagne. Même en champagne, que ton produit est l'appellation champagne, tu dois obéir à certaines règles. On a un cahier des charges qui est vraiment très strict, que ce soit en méthodologie de travail ou sur vraiment la champanisation. Il y a tout durant tout le process, c'est ce qui va permettre ce gage de qualité. Et c'est ça va vraiment être totalement différent. Ce sont des appellations contrôlées. Exactement. Ah aussi. Les Américains se permettent d'appeler des appellations comme XO, VSI de parfum. Bah, d'ailleurs, c'est pas pour rien que la région de Cognac et la Cognac s'appelle la petite Champagne. Et c'est quelle région ça, Cognac? Cognac, là, c'est vers Marseille là-bas. Angoulême. J'ai visité le château de Bagnolet. C'est beau là-bas. En partant là-bas. J'ai bossé pour MC. D'accord. Pour un match dans le Eh ben, alors là où on était tout à l'heure, j'ai un fût. Parce qu'on fait un salon, nous, avec notre champagne, on fait un salon dans l'année et on le fait à côté de Cognac. Ah ouais. Et le fût vient, c'est Taranceau. Donc c'est un fût qu'ils ont fabriqué l'année dernière devant nous et il vient de la région de Cognac. Il y a 4 ans, j'ai fabriqué un fût avec le tonnelier de chez MC. Ouais. Il s'appelle, je crois, Thomas. Et j'ai mon nom écrit sur le fût. C'est écrit Renato. Donc c'est vrai qu'on est sur des régions qui sont vraiment très très jumelles. Donc c'est bon, c'est le whisky, c'est du cognac. C'est le cognac, ouais. Donc vous avez différentes variétés avec toutes les variétés et on va avoir un champagne qui est fait essentiellement à base d'assemblage. Donc on va assembler les différentes variétés de raisins, sauf pour le blanc de blanc. Le blanc de blanc c'est uniquement 100% chardonnay. C'est ça. C'est celui-ci. On ne le mélange pas. Non. Si, vous pouvez le mélanger, mais le blanc de blanc c'est uniquement une variété. Et il existe aussi un blanc de noir. Un blanc de noir, c'est uniquement un champagne produit avec les 2 raisins noirs. Donc vous voyez que le premier blanc c'est la couleur du jus, le deuxième blanc ou noir c'est la couleur du raisin utilisé. Excuse-moi, je veux que tu leur expliques bien pour qu'ils comprennent quelque chose au niveau du blanc de blanc. La région de production de blanc, quelle est la superficie pour qu'ils se rendent compte de combien de blanc on peut produire par an et combien de bouteilles de blanc peuvent se retrouver sur le marché par an. Je le dis parce qu'il y a une grosse question en Côte d'Ivoire, de là où on vient, sur Ruina blanc de blanc. Moi, je travaille pour MH, donc je connais bien la région de Cézanne. D'accord. Je connais bien la région de Cézanne, je connais bien le vignoble de Cézanne. Et la quantité que peut produire Ruina est beaucoup plus suffisante pour la demande dans le monde. Donc plusieurs pays sont en ce moment sous allocation. Même l'Afrique, même le continent est sous allocation. Mais il se trouve que dans nos pays... c'est pas volontaire? Oui, je pense que c'est volontaire, mais il se trouve que dans nos pays, il y a toujours du Ruina blanc de blanc disponible dans les clubs et autres. Donc moi, je reste convaincu que c'est pas forcément du vrai blanc de blanc. Alors si ça porte l'étiquette Ruina, après... Bon, après, je pense pas je sais pas s'il y a du marché parallèle, mais dans le marché classique, c'est un gros marché parallèle. Et c'est alors du blanc de blanc. Alors vous êtes tombé sur le bon numéro en plus parce que le blanc de blanc, vous avez plusieurs blancs de blanc. Là on arrive sur des choses parce que vous avez différents sols et des saveurs qui vont changer. Vous avez cette même variété, mais vous avez le sol qui va changer la minéralité, vous avez les conditions météo. Moi je suis un bon exemple, c'est que le blanc de blanc fabriqué en Côte des Blancs, je n'aime pas. Moi perso. Je préfère un blanc de blanc fabriqué sur la vallée de la Marne, ici. Alors ici vous pouvez en voir, ici vous avez du chardonnay, vous avez des feuilles qui sont un peu plus vert prononcées par rapport à côté où c'est un petit peu plus terne. Ou par rapport à ici. Ici c'est du meunier.
Pas pour rien qu'on s'est arrêté ici. Hein. Et ici, c'est du chardonnay. Donc on peut produire aussi du blanc de blanc ici. Vous avez donc sur Cézanne ou sur la Côte des Blancs, vous allez avoir des saveurs qui vont être totalement différentes. Après, ce que je dis toujours, ça dépend, c'est une question de savoir-faire. Moi, j'aime pas quand c'est trop sec en bouche, quand c'est trop minéral. Vous, peut-être que vous allez aimer, que vous n'allez pas aimer ce qui est un petit peu plus fruité. Vous voyez, c'est ça la différence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le ressenti de chaque personne. Le chardonnay représente environ 29% de la totalité du vignoble. Si vous voulez, on fait à peu près 29, 29, 29. Et c'est en termes de répartition, c'est cette partie-là. Ensuite, c'est vrai qu'à l'étranger, le blanc de blanc est extrêmement réputé. Moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai créé cette activité, c'est pour essayer de changer cette notion. Parce que vous apercevez qu'on est plein de petits viticulteurs. Ici, on est sur un secteur du meunier, du pinot meunier, et on apporte des saveurs totalement différentes. L'objectif, c'est d'essayer de faire découvrir aux personnes, alors pas de les changer, hein. Après c'est le choix de chacun, mais par contre de leur faire découvrir autre chose et de leur montrer que le champagne c'est pas uniquement du blanc de blanc. Après je sais pas s'il existe chez vous un marché parallèle ou pas. En général on est sur, et vous avez du blanc de blanc qui se fait aussi sur d'autres régions viticoles. Mais en France, en Champagne, on est vraiment sur ce principe de blanc de blanc. C'est vrai. Donc c'est le même 29% pour toutes les variétés. Ouais, on est donc à peu près sur... Donc en gros, selon sa préoccupation, ça voudra dire que les viticoles font peut-être, c'est peut-être une politique pour rendre le truc cher. C'est une politique de la maison Ruina. Exact. Voilà. Après, peut-être que l'Afrique représente un certain pourcentage au niveau des exportations. Est-ce qu'ils veulent augmenter ou pas ces exportations? Peut-être pas. Ils veulent créer un flux comme ça. C'est surtout parce qu'il est vendu beaucoup plus cher aux États-Unis et notamment en Californie où il est très demandé. Et donc, ils préfèrent privilégier ces zones pour protéger aussi les ventes des autres produits de MH que de venir vers l'Afrique où la croissance est en train de grandir seulement sur le champagne sur moite brute où la croissance grandit. Donc, sauf que moi, ça fait 2 ans qu'on nous dit que, enfin, j'ai entendu parler que l'Afrique était un marché en grosse évolution et que c'est pas un marché à mettre de côté, quoi. Jamais. La Côte d'Ivoire, le pays dont on vient, est le 2e pays consommateur de champagne en Afrique, après l'Afrique du Sud, devant le Nigeria, le Congo et le Maroc. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². L'Afrique du Sud, c'est plus de 100 000 km, des millions de kilomètres carrés. Et donc, je disais à Claire Hiverneau, qui ressort de la zone export, que si on fait un calcul de péréquation, nombre d'habitants au kilomètre carré par rapport à la consommation, la Côte d'Ivoire est l'un des plus grands consommateurs de champagne au monde. Ça, c'est indiscutable. C'est du que du champagne en club. Ouais. On est tout petit, on représente environ 26 millions d'habitants. Quand tu compares les autres pays, les plus grands consommateurs de champagne, comme les États-Unis, la France et autres, si tu compares population, qu'on fait un ratio nombre de litres par habitant, on serait sûrement les premiers au monde. Donc il y a la croissance là-bas. Les alcooliques. Voilà, les petites grappes de raisin que vous avez, c'est la naissance vraiment des grappes de raisin. Les bourgeons, c'est ce que vous pouvez retrouver. Alors, la branche là? Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Ouais. C'est pas beau. C'est pas grave. En fait, vous avez ce qu'on appelle des brins de vigne. Ça, c'est tout ce que vous allez avoir ici qui vont pousser. Et vous avez les bourgeons qui sont à chaque fois ici. En fait, dans chaque bourgeon, vous avez un bébé brin de vigne qui va naître sur l'année d'après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de travaux qui se font à l'extérieur avant de déguster un champagne. C'est une période entre 9 et 10 mois à l'année. C'est long. Imaginez les couleurs d'automne au mois d'octobre, et puis à partir de fin octobre et mi-novembre, on va commencer le travail le plus long, ce que l'on considère le plus important, et qui s'appelle la taille de la vigne. La taille de la vigne, elle est stricte. On a 4 types de tailles de possibles. On a par contre un point commun, c'est le nombre de bourgeons qu'on doit conserver par pied de vigne. En général, on va conserver entre 15 et 20 bourgeons par pied de vigne. Vous avez vu que nos vignes sont basses. Et ben, nos vignes sont basses, alors soit vous avez un petit chariot pour pouvoir tailler, soit moi je trouve que c'est trop lent et en plus j'ai des problèmes de dos, donc ma position pour tailler elle est comme ceci. Imaginez donc en saison vous allez avoir plein de brins comme ceci. L'objectif sur la taille ça va être de renouveler chaque pied de vigne, pied par pied. Et ça, il n'y a que nous qui le faisons. C'est pas pour rien, c'est cher, c'est du boulot là. C'est du boulot, c'est vraiment du boulot.
Donc on va réguler. Donc ce qu'on va garder, l'objectif sur la taille, c'est vraiment de respecter en même temps la distance entre chaque pied. Donc on va conserver, par exemple, on va travailler uniquement qu'avec du bois jeune. Là vous voyez c'est du bois ancien, c'est plus large, et ici c'est du bois plus jeune. Et on va faire ça pied par pied. Donc dès qu'on a fini, hop, on passe à l'autre, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment très long. Selon les superficies de chaque viticulteur, ça va durer entre 4 et 5 mois. Après, lorsque l'on a fini la taille, tous les bois déjà, on va les laisser par terre, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ça ici. Ça va être broyé et ça va servir de protection et de compost en même temps pour le sol. Dès qu'on aura fini, vous allez avoir un brin qui va être comme ceci. Et vous allez avoir un brin que l'on va devoir attacher sur ce fil. Alors soit sur un fil, soit sur 2 fils. Là ici, en l'occurrence, c'est un fil, donc on va avoir cette position et c'est nous qui allons attacher les fils comme ceci. De manière à garder cette position horizontale, parce que vous allez avoir ensuite, lorsque les bourgeons vont grossir et donner les bébés brins de vigne, ça va grandir sur cette partie. Ça aussi joue un rôle, ça? Forcément. Vous pouvez en avoir quelques-uns et puis les faire. Brins de vigne, avec c'est rouge, c'est donc parce que c'est un plant qui est greffé. Vous avez 2 parties. Donc une première partie qui est résistant à une maladie, la deuxième partie c'est la variété du raisin. Et c'est entouré de cire rouge de manière à ce que la greffe prenne très bien. Et là c'est ce que vous avez juste à votre droite. Ok. Voilà, on vient de finir la visite des vignes. On a fait un circuit dans le vignoble champenois avec des buggy où on a eu l'occasion de découvrir la spécificité du terroir, le sol. On a eu l'occasion de voir les vignes. Là, on a vu de tout petits raisins qui ont commencé à pousser et peu de bourgeonnage. Et dans quelques mois, ça va donner la vraie vigne. Mais entre-temps, on passe à une petite dégustation avant d'aller au restaurant et puis faire la visite des caves et autres. Voilà. Tout a été dit. C'est bon. Vous étiez là-bas? Oui, on est à Poula ensemble il y a 2 semaines. Ouais. Attends, je vais mettre une lunette parce que je suis tellement du La gazeuse, monsieur, pour vous. Mais le Dabali à Japon. ouais, mais... Non, c'est les Dabali qui ont le non. Non, il n'y a rien. Allez le lâcher. Que des grands crus. Donc les grands crus en Chardonnay sont au sud des Pernes. Ouais. C'est un sol super calcaire. Et du coup, calcaire c'est comme une éponge. Quand il pleut, ça absorbe l'eau. Et quand il fait sec, ça la restitue. Donc c'est toujours un petit peu humide, mais jamais trop, quoi, ça draine. Et du coup, ça donne des chardonnays très minéraux. Parce que le chardonnay, on trouve partout dans le monde, hein, en Afrique du Sud, partout. Mais en Champagne, il est vraiment particulier parce que, à cause du climat et du sol, c'est un chardonnay vraiment super minéral. C'est le même goût. Ah, c'est pas que non, mais ça, c'est du blanc. C'est du blanc, du blanc. Et lui, c'est un millésime. Un grand cru. Ouais. Mais j'ai regardé justement, ah ouais, c'est quand même vraiment la vie. Le sang de quoi? Non, c'est pas aussi loin. J'ai en voiture, Rami mais en avion. La prochaine fois, j'y vais alors. Pas aussi loin, il faut y aller. Tu parles de sang de quoi? Là, je vais te montrer. Ah, j'ai vu des images. Ah ouais, des piscines naturelles et tout. Ouais, oui, vous serez les premiers à utiliser cette expression parce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas qu'il y a du blanc de noir. Tout le monde connaît le blanc de blanc. Il faut savoir que le blanc de blanc, c'est du chardonnay, donc c'est le raisin blanc unique qui est dedans. Mais le blanc de noir, généralement, c'est un mélange de pinot noir et de meunier. C'est-à-dire que c'est les deux autres raisins, le noir et le violet. En fait, blanc de noir, ça veut dire vin blanc de raisin noir. De raisin noir. Ah ouais. Parce que tous les raisins en Champagne ont la couleur claire. À la base, c'est la peau. La chair est La chair claire. est claire. Et la peau, elle est soit blanche, soit noire.
Donc c'est cette peau-là qui est travaillée, pour mélanger avec de... À la peau, justement, on essaye qu'elle ne tâche pas le jus. On enlève la En fait, elle s'est pressée très doucement pour que la peau, elle n'affecte pas la chair. Ça va changer le goût en fait. Ben, ça va colorer en fait. La couleur. Pour garder ce jus blanc. Comme on fait cacao là, là on fait ça. À la vieille époque, ils n'avaient pas les moyens, donc c'est comme ça qu'ils faisaient. C'est pareil comme le cacao. Nous, on a une méthode pour presser dans la fabrication de l'attiqué. Une méthode de pressage. Je ne sais pas si vous connaissez, où on met le manioc et puis on tourne. C'est un truc plat. On tourne et ça aplatit pour faire sortir l'eau. Ah oui. Ouais, ça, c'est typiquement de chez nous. Pour certaines maisons de champagne. Et le vin aussi, non? Comment? Le vin. Ah oui. Mais en Champagne, c'est vrai que tout le monde prend du lemon. Tu vois, regarde l'épaisseur. C'est très fin. Très fin. Donc dans les restaurants, ils vont te les casser. Ça, c'est vite. Ah bah ça, c'est sûr. Ils cassent ça vite. Une fois, sur un salon, il y a quelqu'un qui est venu nous montrer des... En maillot de bain à Signy ou à San Pedro. Allez, foutu. Ça a l'air bon aussi, ça fera un casse-tête chou, ça. C'est ce que j'ai sur mon asphalte. Et sur les cocktails, elles sont incroyables. Comment là? Allez, la boutique de tout. Bon appétit à tous. Merci, bon appétit. C'est bon, je n'ai même pas besoin de sucre. Ah oui. Le jus de viande, je peux verser directement sur les viandes. Non, en fait, il faut le matos, quoi. Ça a la sauce bénédicte, mais la sauce bénédicte, c'est Déjà, je vais vous laisser ça juste là. Et puis, Tu vas là. Après, ça se passe tout ça. Il n'y a pas de raison. Merci. Nous sommes en Champagne-Ardenne, invités par la maison Nicolas Feuillat, le meilleur. J'ai très bien mangé, j'ai très bien bu, et puis cette visite est très très sympa. Merci à toutes ces personnes réunies autour du champagne. Hein? Merci. 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 Je te prends spécial quoi. Oui, c'est un affluent de la Seine, elle va vers la Seine. Ah, elle va vers la Seine. La gare n'est pas loin d'ici. Ici, on vient un peu devant. Ici. Oui, l'hôtel. Devant, tu vas voir l'orangerie. Entends tous ces pots. C'est mon ancienne maison. Quand je bossais ici, quand je bossais pour moi, tu voyais, 2 ou 3 fois par an. C'est une vente de rêve, moi. Ils ne sont pas d'amusement. Là, il y a la boutique. Ah ouais, pas de guider. Oui, je suis parti là, c'est 6 chiffres. Le nom est joli. Polar Picard. En plus, ils font des chiffres d'affaires. Alors, Ferney, il y a plus de 100 km de cave, il y a 110 km de cave. Quand même, hein? Oui. Et donc avec des...
avec des grosses maisons de champagne, comme, enfin, dedans, du coup, dans les caves, c'est plein de Moët-et-Chandon, de Perrier-Jouët. C'est moi qui vais passer sur cette avenue-là, c'est l'avenue la plus célèbre. Ils peuvent acheter tout le monde sauf Nicolas Fiat. Non, Nicolas pas. Ils ne peuvent pas acheter Nicolas Fiat, c'est des héritiers. Il faut créer un ébut. Tu savais ça, et puis tu arrives là. Vas-y, Renat. Allez. Vous voulez que je prenne une photo de vous tous? Oui. Non, Nathalie, 11. C'est iPhone. Ouais. Tu as ton chargeur? La voiture de la voiture. Oh, pardon. Franchement, je ne me rappelle plus de mon temps. Je sais que moi, ça va pas. Là, j'ai 1%. Non, on va. Tu laisses le train. Et vous avez déjà connaissance un petit peu de la marque Nicolas Fiat? Oui, en est. Donc, vous savez qu'on n'est pas une maison de champagne, nous sommes une union coopérative. Voilà. C'est-à-dire qu'en termes de vignes, on ne va rien posséder du tout. Par contre, ça va être les vignerons avec qui on a des contrats, qui eux vont posséder leurs vignes. Et ce qui va se passer, c'est que nous, on va juste collecter leur jus. Okay, les vignerons vont presser eux-mêmes leurs raisins, récolter eux-mêmes leurs raisins, et nous, on va juste récupérer le jus. Voilà. On est une marque, en même temps d'être avec deux hommes, vous les voyez juste là-bas, Henri Macquart et Nicolas Fiat. Henri Macquart. Oui, Henri Macquart, lui, alors ça a été le premier homme à créer ce système d'union coopérative dans le monde du champagne. Et ce, en 1972, avec la première coopérative qui était le centre vinicole de Champagne, okay, qui était juste un espace de stockage à la base, pas de marque, pas de production de champagne. Okay. Et ensuite, on a Nicolas Fiat. Alors lui, Nicolas Fiat, il n'avait rien à voir avec la Champagne à la base, parce que lui, c'était un Parisien qui est d'abord allé aux États-Unis et qui a fait fortune dans l'importation de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Donc rien à voir avec la Champagne. D'où on vient? Oui, vous venez de Côte d'Ivoire? Et bien, grâce à l'importation de café et de cacao de là-bas, il a pu se construire sa première fortune aux États-Unis, plus précisément à New York. Et là-bas, il va rentrer dans la jet set new-yorkaise. Vous connaissez un petit peu le jet set club? C'est nous, là, c'est vous, la jet set. 1200 vignerons actuellement en Champagne. Okay. Donc là, vous ne les avez pas tous représentés ici parce qu'on n'a pas assez de place. Voilà. Et aussi parce qu'ils ne veulent pas forcément être représentés sur le site. C'est Macquart. Alors, c'est Macquart et non pas Macquart. Ah, ok. Ouais. Mais c'est vrai que Henri Macquart possède un fils. Enfin, il a eu un fils, mais il ne fait pas partie de la coopérative. Okay. Chaque fois qu'on va venir collecter leur jus, on va leur poser deux questions. Combien en termes de pourcentage ils veulent nous vendre pour produire notre champagne Nicolas Fiat, et combien en termes de pourcentage ils veulent garder sur le site de production pour être transformés en leur propre champagne, avec leur propre étiquette. D'accord. Excuse-moi, dans le champ, il a montré ici des images qui étaient pas très claires. Donc ici, c'est le meunier. Vous allez entendre des gens dire Pinot Meunier. Mais en réalité, on ne dit plus Pinot Meunier parce que c'est une vieille appellation. Aujourd'hui, on dit Meunier simplement. Mais par contre, on dit Pinot Noir. Donc vous voyez, les couleurs sont différentes du Chardonnay. Le Chardonnay qui est, on a dit, celui qui produit le champagne blanc de blanc. Donc c'est le mélange de ces deux-là qui fait le blanc de noir. Le blanc de blanc. On ramène le jus ici dans ces cuves et on va venir rajouter des levures. Okay, des levures qui vont manger le sucre naturellement contenu dans le jus de raisin. Et le sucre va être transformé du coup en trois choses. Alcool, gaz, CO2. Pour le moment, le gaz, on ne va pas le garder parce que l'objectif c'est de faire un vin totalement classique. Okay, donc gaz et alcool, mais aussi on va avoir une troisième chose qui va être créée, on va créer énormément de chaleur. Okay. C'est pour ça que nos cuves sont dites thermorégulées. Peut-être que vous avez vu, là vous avez ces sortes de moulures, vous voyez au-dessus, et aussi en dessous vous en avez. Et à l'intérieur de ces moulures, vous allez avoir des tubes d'eau réfrigérée, histoire de maintenir la température de la cuve à 16-18 degrés. Okay. Pourquoi 16-18 degrés? Parce que si on arrivait dans des températures style 35 degrés, bah les levures elles mourraient, okay, elles ne pourraient pas continuer cette fermentation alcoolique. Bonne question. On va mélanger les vignerons ensemble à partir du moment qu'ils viennent du même endroit, du même village, et qu'ils produisent le même type de cépage. À cette étape-là, dans une cuve, c'est un endroit, le même endroit, et le même cépage. Okay.
Parce qu'on va appeler ça, les villages, on va appeler ça des crus. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On a une échelle qualitative en Champagne pour déterminer les meilleurs endroits, des très bons endroits tout de même, mais moins bons que les très bons. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les grands crus tout en haut, les premiers crus et les crus. Et à partir du moment où vous veniez du même cru, du même village, vous êtes dans la même cuve avec votre voisin. Alors, ils viennent du contre. Vous voyez, le robot, lui, va se charger de la dépalettisation des bouteilles vides qu'on a reçues. Elles vont arriver ici, sur ce tapis bleu, et elles vont continuer leur parcours pour arriver derrière ce mur pour le tirage, la mise en bouteille de l'assemblage qu'on aura créé au préalable. Okay. Et vous avez combien de salariés en usine ici? On a un mec qui va se charger de mettre votre assemblage dans la bouteille vide. Et avec l'assemblage, il aura mis le sucre et levure. Sucre et levure, pourquoi? Pour la deuxième fermentation alcoolique qui ne va pas se passer en cuve cette fois-ci, pour effectuer une belle représentation de comment les bouteilles vont être à l'intérieur de nos caves. Okay. Juste après le tirage, du coup, sucre, levure, assemblage à l'intérieur de la bouteille avec la capsule et le bidule. Ouais, le dépôt et le dépôt. Qu'il y a dedans, c'est ce qu'on après le remuage, c'est ce qu'on fait sortir. Ouais. Avant, dans les époques anciennes, il paraît que les gens venaient faire le remuage à la main tous les jours aux mêmes heures, ils tournaient 3 quarts, la bouteille aux 3 quarts, et puis les ciments, aux 3 quarts, et toute la saleté venait jusqu'au bout, et puis ils faisaient le dégorgement à la main. De la même façon, toute la saleté soit il referme la bouteille. Nulle part, toute personne. Même chez Clico, ils font. Je crois qu'il y a certaines cuvées qui font encore un petit peu de manuel. Mais ici, tout est petite pièce. On va utiliser la glace. On va, en fait, vous voyez les bouteilles après remuage, on les garde tête vers le bas et on va plonger uniquement leur colle, vous savez, qui contient toutes les levures mortes, dans un bain de glycol. Un bain de glycol, c'est une solution à moins 30 degrés. Et en fait, ça va créer un glaçon à l'intérieur de votre bouteille. On est tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et là, en ce moment-là, à partir de cet instant, on peut l'enlever simplement. On ouvre la bouteille et avec la pression contenue dans la bouteille, le glaçon va être complètement expulsé. On va se trouver avec les gyropalettes, les machines à remuer. Et donc, une fois qu'on a fait le remuage, vous avez un chariot élévateur qui va prendre les bouteilles, toujours dans la boîte, et qui va l'amener à un robot qui va prendre toute une couche de bouteilles, 126 bouteilles, toujours tête vers le bas. Et on va venir plonger uniquement leur colle dans le glycol à moins 30 degrés. Et donc en l'espace de 7-8 minutes, on va déjà créer un glaçon à l'intérieur de la bouteille qui va emprisonner toutes les levures mortes. Donc on peut les remettre debout sur leur pied comme ça. Et là vous voyez, vous avez le glaçon. On a pas une le glycol. Donc vous voyez le glaçon, toutes les levures sont à l'intérieur et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'emmener les bouteilles à la machine à dégorger qui va avoir un crochet qui va agripper la capsule en métal et avec la pression contenue dans la bouteille, le glaçon il va être expulsé. Alors c'est assez rapide, 1, 2, vous avez vu? C'est parti, vitesse éclair. Alors dans le processus on perd quand même un petit peu de champagne. On va perdre un petit peu de champagne. Mais on va même en retirer, là vous voyez, on retire du champagne. Pourquoi? Pour ajouter la liqueur de dosage, composée de vin et de sucre. Et c'est le grammage en sucre qui va déterminer le type de champagne que vous aurez à la fin. Par exemple, 0 à 3 grammes de sucre, c'est un brut nature. 3 à 6 grammes de sucre, extra brut. 6 à 12 grammes, on sera sur le brut, le classique. 12 à 17, extra sec. 17 à 30, 2. On est sur le sec et 32 à 50, on est sur le demi-sec. Peut-être un peu de bois. Là, vous voyez, on peut enfin mettre notre bouchon de lièvre. Tu vois, le bouchon. Et avec la capsule et l'huile. Venir aussi tremper.
Et il nous reste encore une dernière chose à faire avant de finir la phase de dégorgement, c'est le poignettage. On va venir secouer les bouteilles. Pourquoi? Pour un beau mélange entre la liqueur et notre champagne. Là, vous voyez juste ici la liqueur qui se mélange au vin. Et une fois que ça c'est fait, on renvoie les bouteilles dans les caves pour 4 à 6 mois, le temps que tout se marie bien ensemble. Demi-sec. Oui, en fait, si on fait d'abord demi-sec et après palme d'or, le palme d'or va être un petit peu spécial. Voilà. Hop. Donc là, Marie est en train de me chercher de l'extra brut. D'accord, mais déjà avant avec Et donc l'extra brut, qui dit extra brut, on est aux alentours des 3 à 6 grammes de sucre. Voilà. Pour être honnête avec vous, on est... Non. Le plus souvent, je lui donnerai des astuces quand c'est des Africains. Voilà, pour qu'ils puissent... C'est ça, après c'est adapter son discours à chaque communauté culturelle. Après, tu vois, ce petit truc qu'on pourrait t'apporter quand tu reçois des latinos, sur quoi il faut insister, quand c'est des Africains, et c'est intéressant, c'est bien, tu bosses bien, tu as bien appris le parcours de circuit. C'est la 3e fois que je le fais, 4e fois avec toi. Donc je le connaissais un peu, donc je l'observais, c'est bien. Je lui donnerai aussi 9 sur 10. Merci beaucoup. Non, on a des bons.